Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 9 de Koh Lanta, la tribu maudite. Un épisode qui est revenu à un format plus classique avec une épreuve de confort, une épreuve d'immunité, de la vie de camp, un conseil, etc. Bref, on est revenu à un épisode, voilà, pour moi en tout cas, qui respecte le téléspectateur et qui ne se fout pas allègrement de notre figure. La vidéo de la semaine dernière a fait particulièrement réagir. Il faut le dire, les commentaires ont été très clairs. Et au moins, voilà, quelques personnes n'ont pas aimé l'épisode précédent. Bon, mais on va dire la très grande majorité, on pourrait dire par référendum, j'ai envie de dire, hein, a estimé, a évalué l'épisode comme étant une franche réussite de la part d'ALP la semaine dernière. Et donc, je souhaite bravo et félicitations à la production d'avoir réussi à vous convaincre et à vous persuader que la moitié d'épisodes qu'il y avait était suffisant pour vous satisfaire. Et donc, moi, je ne cherche pas à gâcher le plaisir des gens. Voilà, je vous ai exprimé mon avis. Ça n'est que le mien, modestement. Et tant mieux que vous ayez passé un excellent moment. Ce n'était pas mon cas. J'ai trouvé ça absolument scandaleux. Ici, je vais spoiler tout de suite, mais moi j'ai trouvé que si jamais on faisait la comparaison avec l'épisode précédent, il n'y a pas match du tout. Mais du tout. C'est même pas comparable, c'est incomparable. On a eu 2 épreuves, en plus une épreuve éliminatoire, donc avec un enjeu tout aussi fort que celui de la semaine dernière. Que je trouvais en plus que toutes les épreuves étaient réussies, il y avait de la tension, il y avait du suspense, enfin c'était vraiment super. Voilà. Question survie, puisque c'était le point fort de l'épisode précédent, soi-disant, j'ai trouvé que celui-ci en avait tout autant, et avec des séquences bien plus riches, nous en reparlerons, qui ne semblent pas meublées, en tout cas de mon point de vue. Et encore une fois, ce n'est que le mien, et il est modeste, et il n'engage que moi. Et question stratégie, je trouve que cet épisode était également bien plus intéressant, bien plus complet, et était de la vraie stratégie, puisqu'on est sorti de la stratégie de couleur uniquement, qui pour moi est pas extraordinairement ambitieux en fait, tout simplement, même si évidemment des choses qui se sont passées dans l'épisode précédent avaient un intérêt pour justifier cet épisode, celui-ci. Mais on pourrait se dire, et je vais grossir un peu le trait, que l'épisode précédent, pour moi, vous auriez quasiment pu le sauter et vous n'auriez rien raté. C'est ça, c'est terrible. Vous auriez raté l'élimination d'une candidate, mais c'est tout, enfin d'un candidat pour être précis, mais il se serait rien passé. Je pense pas que dans la narration, vous auriez vraiment raté quelque chose d'extraordinaire. Bref, revenons à nos moutons. Si la vidéo vous plaît, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Et je vous attends en commentaire, parce que peut-être que vous allez me surprendre, et peut-être que vous allez trouver que l'épisode était pas bon hier soir. C'est possible aussi. J'ai hâte d'ailleurs, parce que si vous avez trouvé que celui-ci était pas bon et celui de la semaine dernière était bon, j'ai envie de dire, je ne peux plus rien faire. Je comprends pas. Bon. Alors, déjà commençons. Hein, la semaine dernière, l'épisode, il n'y avait pas assez de remplissage, donc ils nous ont enlevé des séquences. Oui, merci. Puisque Denis, lors de la fin du conseil, a distribué 2,5 kg de riz aux candidats, en précisant, hein, avec un petit clin d'œil des familles, que ce sera jusqu'à la fin de l'aventure. Alors je suis prêt à prendre le pari qu'il y aura une autre distribution alimentaire dans la deuxième partie de la saison. Je reviendrai sur le point de l'alimentation plus tard parce que c'est quelque chose qui n'a pas été relevé pour un des candidats et qu'il semble pas comprendre que la situation a un peu évolué, mais bon, peu importe. En tout cas, il faut le dire, je le savais qu'ils allaient en redonner, donc je le répète, mais ils doivent le manger. Cependant, cette saison, il semble en tout cas avoir une île plus riche, un petit peu plus riche, et puis si effectivement ils arrivent à pêcher ce qu'ils semblent faire, peut-être qu'ils vont pouvoir manger plus, parce qu'on a connu des années où la pêche est véritablement un élément majeur de l'alimentation des candidats et peut complètement tout changer, Donc bon, on verra parce qu'il s'est passé beaucoup d'impondérables niveau survie sur cette épreuve. On a l'arrivée de Fabrice à la maison du jury final avec qui il va échanger avec Emmanuel. Et bon, ils vont pas se dire des choses incroyables, mais en gros, Fabrice est un peu déçu évidemment d'avoir quitté l'aventure trop tôt, mais voilà, il est pas amer. Parce qu'en fait, il dit il y a eu un vote de couleur. Je suis parti avec une boule noire. C'est un peu comme la personne qui partirait aux ambassadeurs, tu vois, et qui retourne sa main et il s'en va. Entre guillemets,
tu peux pas avoir vraiment de regrets, tu n'y es pour rien. Et bah c'est un peu ça, c'est voilà, ça s'est joué, j'aurais pu rester, j'aurais pu partir, je pars sur une boule noire, bah c'est comme ça. Et voilà, on sentait pas trop d'amertume. Déçu, mais pas amer, voilà, en tout cas de mon point de vue. On revient sur le camp. Et là, bon bah on fait un peu le débrief, hein, évidemment du conseil, avec le grand sujet. Et là, j'ai fait un point oracle la semaine dernière. Alors là, vraiment, mais j'ai fait cet épisode, c'est pas possible. Ils ont écouté mes conseils. Je plaisante, mais j'ai deviné comment ils allaient faire. C'est-à-dire que l'épisode a commencé exactement comme je l'avais dit. C'est-à-dire, vous avez notre ami Sarah et notre ami Jacques, qui sont tous les deux. Chacun expose sa position qu'on avait déjà eu la semaine dernière, preuve que c'était très intéressant, puisqu'on est même obligé de nous le réexpliquer cette semaine avec un flashback. Bon, peu importe. En tout cas, on nous le remontre. Derrière, on nous remontre le flashback de la séquence que je vous avais parlé pour nous justifier que Jacques n'a pas menti. Et donc, je précise bien que cette séquence, pour moi, sert véritablement à nous faire comprendre que Jacques ne ment pas. Et Jacques va rester sur cette position en disant « je n'ai pas menti, c'est faux », etc. Et pour illustrer que Sarah est en train de se tromper et ne part pas dans le bon sens, etc. Donc voilà, c'était la démonstration que cette séquence, pour moi, a vraiment été gardée dans le montage, à la fois pour remplir l'épisode, mais à la fois aussi, parce qu'il, je le rappelle, il l'avait pas du tout cuté, il l'avait vraiment laissé en entier, c'est pour qu'on ait vraiment la totalité, je pense, de l'échange, et qu'on ne puisse pas se dire, tiens, ils en ont enlevé un morceau, où Jacques a peut-être dit ça, ou peut-être sous-entendu, non. Alors, voilà, le tribunal de Maxime a jugé et a rendu son délibéré. Jacques est innocent. Voilà, c'est mon avis. Dites-le dans les commentaires si vous estimez que Jacques est coupable ou innocent, ou en attente de jugement. Les jugements peuvent être lourds en France, peuvent être très lourds. Faut quand même maniez-vous, hein, parce que la fin de saison, ça arrive bientôt quand même. Hein, donc maniez-vous, il faut quand même une réponse rapidement. Et l'épreuve, on part sur l'épreuve de confort. Quel rythme sur cet épisode, c'est incroyable. Et c'est une épreuve éliminatoire. Alors, forcément, ça rajoute du drame. Au moment de l'épisode comme ça rajoute du drame. De voir un moment avec une épreuve éliminatoire. Déjà, ça veut dire aussi qu'il y aura un confort à remporter. Donc, pour information, c'est la visite chez un pêcheur, voilà, pour aller manger chez lui et donc se requinquer un peu et puis découvrir un peu son mode de vie. Et comment dire, la dernière personne qui terminera sera donc éliminée ici. On a, c'est un grand classique de Koh-Lanta, c'est l'épreuve du grappin. Donc en fait vous êtes sur une ligne, vous envoyez un grappin et vous avez des éléments à ramener. Alors là c'était 3 palettes couleurs et vous deviez les ramener proches de votre poteau. Alors déjà petite remarque, l'épisode, donc celui qui va gagner cette épreuve c'est Frédéric. Le deuxième c'est Hugo. On en reparlera tout à l'heure. Mais les deux héros, les deux leaders de l'équipe, mais je préfère m'intéresser plutôt au fait que ce sont des héros de Koh-Lanta, sont au-dessus. Je reparlerai de ça tout à l'heure, si vous me le permettez, parce que voilà, sinon je vais me répéter. Donc je préfère le dire tout à l'heure. Mais voilà, sachez que c'est important, Frédéric a fini premier, Hugo a fini deuxième. Ensuite, d'autres ont réussi à faire des performances honorables, et on s'est retrouvé donc avec 3 candidats à la fin, Maud, Sophia et Jacques. Je commençais un peu à m'inquiéter. Je me suis dit, franchement, si on perd Jacques ici, un peu comme quand on avait perdu Bertrand Camel, je me suis dit, ah, ça serait quand même un gros coup dur pour la saison. Sans dire que pour moi, ça aurait tué la saison, non. Mais c'est probablement quand même le candidat le plus intéressant quasiment du casting, selon moi. Parce que moi, j'aimais beaucoup Fabrice, donc je suis très déçu qu'il se soit en allé, pardon. Même si je trouve qu'il y a des candidats qui ont quand même du potentiel, qui ont quand même un peu de personnalité, mais on en reparlera parce qu'il y en a d'autres qui me laisse un peu pantois ces derniers temps, et je trouve qu'il y a certains signaux qui me laissent pas forcément présager de choses extraordinaires. Il y en a un qui fait particulièrement le show. Est-ce qu'on est tous réceptifs? Ça c'est une question de goût, mais on en reparlera tout à l'heure. Et donc, quand l'épreuve va démarrer, pour information sur l'épreuve, il va y avoir Gustin qui va s'exprimer et qui va dire « Ah mais moi je ne pense pas à la dernière place, je pense à juste je veux gagner ». Ça c'est quand même une phrase de roi quand même quand on y pense. Voilà, il pense pas à la dernière place, il pense qu'à gagner et à aller manger. Et donc on se retrouve donc avec, donc je disais, Maud, Sophia et Jacques. Jacques va finalement s'en sortir et on se retrouve avec un Maud, Sophia et c'est Maud qui s'en va. Alors Maud, voilà, elle s'en va, elle pleure, elle est triste et évidemment ça m'a ému. Ça m'a terriblement ému parce que je me suis dit l'aventure sera pas la même.
c'est tellement une aventurière qui a marqué l'aventure jusqu'à ce moment-là qu'en fait, je me suis dit, mais comment on va voir sur le camp? On va vraiment voir un vide, quoi. Une aventurière en moins sur le camp qui a tellement apporté avec des séquences mémorables. Je me suis dit, franchement, elle va nous manquer, ça va être terrible. On va s'en rendre compte de façon évidente. On va retourner sur le camp, on va se dire, il y a quand même un sacré vide. C'était terrible. C'était terrible. C'était terrible. Elle a pleuré. J'en avais rien à faire. Rien. Oh là là. J'ai de la peine pour elle. Je suis vraiment désolé. Je m'excuse, hein. Mais je peux rien y faire. Je suis désolé. C'était certainement touchant et tout, mais... Oh là là. Maud. Elle a plus parlé. À ce moment-là, là, en sanglots et tout, là, elle a plus parlé. Je pense qu'elle a dû faire 6 phrases. Je pense qu'elle a plus prononcé de phrases en cet instant que depuis le début de l'aventure. On a parlé des candidats, vous savez, qui ont vécu sur l'île maudite. Et qu'on a dit qu'ils avaient une aventure quand même assez particulière. Mais on pourrait se dire qu'on les a paradoxalement bien plus vus que Maud. Sans déconner. Franchement, on les a vus chercher le lito blanc dans la rivière, c'était pourri, mais on les a plus vus, paradoxalement. Oh, Maud, c'est terrible. C'est terrifiant. Alors là, je pense que quand on fera le classement en fin de saison, elle est en pole position, mais quand on dit en pole position, c'est vraiment, elle est avec une avance monumentale pour remporter le Havador. Mais, oh, quelle catastrophe. Eh bien, elle est partie, mais quand vous êtes revenu sur le camp, tu vois pas la différence. En plus, il y en a 2 qui vont partir au confort et tout, donc tu te dis que ça pourrait faire un vide sur le camp. Mais tu m'étonnes, Jean-Pierre, on l'a même pas vue. Elle est partie, on ne sait rien d'elle. On a vu son portrait, je vous mets au défi dans 3 ans de pouvoir me dire des trucs sur Maud, sans déconner. Je me dis, s'il y en a certains qui font des interviews, d'ailleurs, j'ai pas regardé ça, d'ailleurs, je regarde pas depuis le début de saison. Je sais que Denis, il fait des interviews de Maud, enfin du candidat sortant. Putain, j'aurais dû regarder. Qu'est-ce qu'il lui a raconté? Oh, mais non, il a pas dû le faire d'ailleurs. Eh ben non, il a pas dû le faire. Vous pouvez me confirmer dans les commentaires. Est-ce qu'il l'a fait? Parce qu'il a dû le faire pour l'éliminer au conseil, mais il a pas dû le faire pour l'éliminer sur l'épreuve. Donc Maud, elle a même pas eu d'interview. Mais tu m'étonnes, Jean-Pierre. Tant mieux, parce que je pense que... Mais là, tu reviens sur son aventure, mais... Oh, ça aurait été mais terrifiant. Genre, ils auraient parlé du truc, mais on sait même pas de quoi ils auraient parlé. Elle a rien fait. On l'a rien vu. Alors, je dis pas qu'elle a pas fait l'aventure, hein, mais je parle à l'image. Ils ont rien gardé. Rien. Alors probablement qu'elle est hyper mauvaise cliente et qu'elle sert strictement, entre guillemets, à rien à la narration de la saison. Hein. Je jette pas la pierre à la prod. Hein. Je jette pas la pierre à la prod. S'il n'y a aucune séquence exploitable, autre que je nettoie la marmite de Flavio, si vous voyez ce que je veux dire, désolé, mais effectivement, ils ont raison de pas la mettre. J'ai envie de dire, la semaine dernière, même en essayant de meubler, on l'a pas vu énormément en mode. On l'a pas vu énormément. Donc là, tu te dis, mais elle a fait toute une saison. On l'a vu combien de fois? Peut-être 2 fois. Il y a 2 fois où j'ai vu sa tête, je me souviens. C'est tout. Et là, elle s'en va. Donc elle s'en va dans l'indifférence la plus totale. Mais j'étais là, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, si elle s'en va, c'est terrible. Ah, si elle s'en va, c'est terrible. Et d'ailleurs, ce qui fait que les 2 derniers, quand il restait Sophia et Maud, je me suis dit, si Maud, elle s'en va, mais en vrai, tout le monde n'en aura rien à faire. Et c'était vrai sur Twitter, les gens ont même dit, assez vite, hein, mais qui sait? Et moi, je le répète depuis des semaines, qui est cette personne? Et c'est terrible pour elle, parce que je pense qu'elle a vécu une aventure super, etc. Voilà, je remets pas en cause. Mais clairement, on n'en avait rien à faire. Rien à faire. On peut pas être ému par un truc pareil. On s'en fout. Bref, donc passons à autre chose. On se retrouve ensuite avec... le fait que donc Maud s'en va, et à ce moment-là, Frédéric a un choix à faire. Il peut choisir Hugo, parce qu'il a fini 2e, et l'emmener, alors même s'il n'est pas de sa couleur de tribu, et on a vu que pour le moment, on vote en couleur, ou alors prendre quelqu'un de sa couleur, et c'est ce qu'il va faire, et il va prendre quelqu'un qui, en fait, un peu avant dans l'épisode, Jacques a un peu dit que il s'est senti un peu seul, alors seul on s'est compris, mais vu qu'il était proche de Sarah, qu'on l'a pas vraiment consulté, etc. Et qu'en fait, si on lui avait demandé, peut-être qu'il aurait pas voulu faire ça, nanana, et donc il s'est pas senti très considéré, nanana. Eh bien, Frédéric, il se sert de ce palliatif-là pour dire, mais moi, j'ai jamais eu envie que Jacques se sente comme ça, au contraire, et j'espère qu'il le prendra comme ça pour montrer qu'il a toute ma considération, etc.
encore une fois, je trouve que Frédéric fait un excellent move. Je trouve que globalement, il fait très peu d'erreurs depuis le début de saison. On en reparlera, même si à la fin de l'épisode, on peut se dire que effectivement c'est compliqué, mais pour moi, il fait très peu d'erreurs. Je l'ai trouvé très très malin sur la plupart des choses qu'il a fait. Après, il y a eu des choses moins malins, comme notamment l'alliance très très tôt, voilà, avec Lola, c'était une très mauvaise idée. Mais en tout cas, ça s'est avéré une mauvaise idée parce que c'était pas des personnes fiables, c'était trop tôt pour vraiment avoir des personnes sur lesquelles on a vraiment envie de compter sur le long terme. Mais en tout cas, j'ai trouvé que Frédéric a été plutôt clairvoyant dans cette situation. Et en vrai, il aurait même pu dire aussi, parce que c'est un argument qu'il n'a pas sorti, mais Hugo a déjà vécu des conforts. Il a déjà vécu probablement des conforts peut-être similaires, ou en tout cas des choses comme ça. J'ai pas le souvenir exact du vécu de tous les conforts qu'a vécu Hugo, mais avec, on le découvrira dans l'épisode, plus de 100 jours d'aventure. On peut se dire qu'effectivement, c'est plus intéressant d'amener Jacques, qui n'a jamais eu un confort de ce type. Et voilà, je pense qu'il a coché toutes les cases de choisir Jacques. C'était un excellent choix. On ne sait jamais, tu vois. Jacques aurait pu leur claquer entre les pattes et puis faire n'importe quoi. Et voilà. Au final, Frédéric, je trouve, a très bien réagi parce qu'il aurait pu se laisser... En plus, j'ai aimé comment il l'a présenté. Il était très calme. Tu vois, j'ai retrouvé quelqu'un... voilà, le Frédéric que moi j'avais beaucoup aimé et que j'aime beaucoup, qui est très calme, très précis, très concis. On comprend pourquoi il fait ça. C'est ni injuste ni sévère. C'est vraiment juste, voilà, le jugement tel qu'il le voit, tout simplement. On revient à ce moment-là sur le camp et... alors déjà, bon, je vais dire très vite, mais Jacques et Frédéric vont faire le confort. Franchement, c'est un confort sympa. Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'aime bien quand ils vont voir les locaux, quand ils font de la pêche, quand ils font des trucs comme ça. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est des plus beaux conforts que quand c'est juste se retrouve à bouffer un truc. Je trouve que c'est un peu plus sympa et il y a un côté aussi un peu plus value de se dire on les a envoyés à l'autre bout du monde et comme ça, ils peuvent quand même découvrir un petit peu ce coin-là du monde. Moi, j'aime bien. Donc, j'ai bien aimé. Évidemment, j'ai bien aimé découvrir Jacques dans ces séquences-là. Il est vraiment très, très, très bon public. Hein. Il est vraiment très, très bon client. Je le répéterai jamais assez. Sur le camp, là, c'est Gustin, la révolte. Peut-être d'ailleurs que je sais pas si j'interpréterai, je sais pas comment je vais mettre mon titre de la vidéo, mais peut-être que j'appellerai ça comme ça, en tout cas d'une certaine manière. C'est que Gustin va répéter ce qu'il nous a dit la semaine dernière. C'est vrai que l'épisode était très utile la semaine dernière parce qu'il nous répète tout ce qu'ils nous ont dit la semaine dernière, donc c'est vraiment formidable. Donc Sarah lui manque de respect, il nous l'avait déjà dit la semaine dernière. Il revient sur l'affaire du riz qu'on lui en donnait pas assez et que maintenant ils en mangent plus. Hector, on vient de vous filer 2,5 kg de riz. Hector, il y a des gens qui pêchent et il n'y en a aucun d'entre vous qui ne pêchait dans les séances d'avant. Et donc vous avez plus à manger maintenant. C'est Sarah le problème? Ou c'est les feignasses? Ah bah là quand on commence à dire les termes, ça fait mal. Ça fait mal. Sans déconner. C'est une blague. Mais Sarah, elle se retrouve accusée de tous les maux. Mais de tous les maux. Je vous l'avais dit à l'époque. Moi, j'ai pas changé d'avis. Hein. Sarah, pourtant, je suis le défenseur du fait qu'il faut manger le riz. Oui, certes. Certes, il faut pas être stupide, mais il faut manger le riz. Il faut arrêter de faire des conneries. Gustin, c'était de l'égoïsme pur. Tout le monde l'a dit. Et là, alors là, maintenant, il est passé pour un saint homme, Gustin. Non, mais sans déconner, remettez les pieds sur terre. Gustin, c'est du grand n'importe quoi. C'était déjà du n'importe quoi, et là, c'est encore du n'importe quoi. Donc, il lui en tient encore rigueur. Et il dit même donc qu'elle lui a manqué de respect. Il lui a pas mal parlé. Il était complètement égoïste comme pas permis. Je les ai trouvés très calmes, moi. Hein. Je les ai trouvés très calmes. Ils auraient pu être moins calmes. On a connu des saisons où c'est moins calme, hein, où ça se dit les termes beaucoup plus franchement. Mais là, Sarah, elle lui a juste dit, écoute, Gustin, il y a un moment là, voilà, on essaye de compter, on essaie de faire attention, etc. Mais ils n'étaient pas à un taux zéro de dégustation de riz. Même si je l'ai dit à l'époque, je le redis, un coquillage de riz de plus n'aurait pas changé drastiquement les choses, puisque de toute façon, on leur en redonne. Je le répéterai jamais assez, mais peu importe. Mais si psychologiquement, je suis même sûr, c'est ce que j'avais dit, que si jamais il leur avait dit qu'ils avaient mis un coquillage de plus, et qu'en vrai il l'avait pas mis, Gustin il aurait eu l'impression qu'il n'y en avait plus. Je suis sûr que ça aurait fait un effet placebo. Bref, je l'avais dit à l'époque. Mais je reviens sur mon truc. Par exemple, elle dit qu'elle lui manque de respect quand elle lui dit mon petit gars. Ah franchement, oulala, 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 quel manque de respect, quel manque de respect. Alors là, le montage est terrible, parce que pour moi, Gustin, je le trouve ridicule. On dirait un gamin, il a 4 ans, sans déconner. Il a quel âge, Gustin? Je sais même pas, il doit avoir 30 balais, 25 balais, je sais pas. Sans déconner, on dirait un gamin, alors attention, hein. Qu'il a envie d'éliminer Sarah parce qu'il peut plus la voir, etc. J'ai envie de dire c'est son avis, y a pas de problème.
mais je l'ai trouvé mais gamin. Et on peut se dire, oui, mais c'est... Mais en plus, moi, j'ai aucun intérêt avec Sarah, je le trouve pas ultra intéressant, je trouve qu'elle apporte pas grand-chose, donc tu vois, moi je préfère regarder Gustin, parce qu'au moins, bon, il nous offre des séquences. La loque humaine, le déchet plastique au milieu du camp, c'était pas il y a 5 ans, c'était pas il y a 50 jours, hein, c'était il y a 3 jours, hein. C'est-à-dire que ça, on l'a complètement oublié, on a l'impression que ça s'est passé, etc. Et surtout, il n'arrive pas à associer le fait qu'on mange plus avec le fait que tout le monde s'active énormément. Avec le fait qu'il y en a qui ont ramené du manioc, qu'il y en a qui ont été pêchés, etc. Moi, j'ai pas l'impression que Gustin est en suractivité. Vous avez l'impression qu'il est en suractivité. Alors oui, il est plus en déchet au milieu du camp. C'est vrai qu'il y a eu du progrès, c'est vrai, c'est vrai. C'est une question de perception. Mais j'ai déjà vu des images de la semaine prochaine. La semaine prochaine, si vous regardez, il y a des moments où il est dans la mer, assis, en train de rien foutre, etc. Enfin bref, c'est pas non plus une bête de travail, Gustin. Alors il y aura un moment, ils vont aller pêcher, on en reparlera. Enfin en fait, ils vont pas les pêcher, ils vont aller récupérer le kit de pêche. Mais c'est pas le plus actif dans la partie pêche, hein. Bah non, hein, c'est surtout Thibaut qui s'illustre. Donc il profite aussi que Thibaut est plus actif. Bah oui, bah Thibaut il est plus actif parce qu'il a récupéré le kit de pêche. Donc ça change aussi. Mais si Thibaut il arrête de pêcher, eh ben vous allez voir sur le camp, il y aura peut-être moins à manger. Ou s'il y en a d'autres qui deviennent moins actifs. Ou moins actives, etc. Donc j'ai trouvé que, en tout cas de mon point de vue, j'ai trouvé que Gustin était très injuste et sévère. En tout cas de mon point de vue. Donc bon, en tout cas, Gustin va aller voir Thibaut. Et il va lui proposer de voter Sarah. En disant que, bah voilà, elle lui manque de respect, etc. Et en plus, il va dire, en plus, c'est une qui nous empêche de manger. Et Thibaut, on l'avait déjà vu, je sais pas si vous vous souvenez, que Thibaut, il était aussi favorable à manger plus aussi. Il était favorable à manger plus. Il avait qu'une seule hâte, c'est de manger plus. Donc, eh ben, il veut manger plus. Et donc, il se retrouve là-dessus. Voilà, c'est vraiment, il y voit tout son intérêt. Je l'ai marqué. Et en plus, ils vont manger plus de riz. Bah voilà, argument, massue. Hein, si elle s'en va, on va tous manger du riz. Bah, formidable. Formidable. On enlève l'obstacle. Merci, Gustin. Excellente proposition. Et Gustin, quel élément lui a fait miroiter, lui a fait découvrir qu'il était temps de faire une trahison? C'est que quand Maud est partie, il n'a pas eu de peine pour Maud. Je te rassure, Gustin, nous non plus. Je te rassure, nous non plus, nous n'avons pas eu de peine. Et pour autant, on trahit pas tout le monde non plus. Mais nous non plus, nous n'avons pas eu de peine. Je te rassure, c'est normal. Je pense que c'est normal, Gustin. En tout cas, de mon point de vue, c'est normal. Ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Je le dis, c'est normal. Je te rassure, on a un point commun entre nous. Bref, revenons à nos moutons. Et à ce moment-là, séquence dont je m'attendais absolument pas. On a Maud qui débarque à la maison du jury final. Enfin, la résidence du jury final. Ce qui n'arrive normalement jamais. Quand vous êtes éliminé à l'épreuve éliminatoire, on ne vous voit pas arriver à la maison du jury final. Donc j'étais super surpris de la voir, cette séquence. Encore une fois, et c'est bien, ils remplissent l'épisode avec des trucs quand même intéressants. On pourrait faire un parallèle avec d'autres épisodes plus récents. Mais bon, revenons à nos moutons. Maud donc démarque, et là, Fabrice. J'ai répété à quel point j'adore Fabrice et à quel point on a perdu une perle pour moi. Parce que Fabrice, quand il voit arriver Maud et qu'elle lui raconte que Sarah se plaint, machin, etc. Parce que justement les gens votaient contre elle, etc. Et Fabrice, il lui sort, il lui dit c'est moi qui sors et c'est elle qui se plaint. Mais c'est le chou qui mange la chèvre. Ce genre de phrase, moi c'est ma vie, moi qui suis un immense fan des saisons de Moundir, etc. Ça c'est ma vie, ce genre de phrase. J'avais jamais entendu cette expression, c'est le chou qui mange la chèvre. Ça, je veux l'intégrer à mon vocabulaire, je vais essayer que ça s'intègre à ma vie, parce que c'était formidable. Fabrice, tu nous manques déjà, Fabrice. On peut pas d'ailleurs faire un échange équivalent, genre voilà, hein, je sais pas, parce que franchement il y a plein de candidats dans cette saison pour l'instant où je suis pas fan. Fabrice, on l'a perdu, je l'ai dit à l'époque, moi franchement je trouvais que c'était un super candidat et je maintiens, il était génial Fabrice, il était génial. Sous-côté Fabrice, sous-côté Fabrice. Alors je suis peut-être le seul à aimer Fabrice, mais moi il me fait kiffer Fabrice. Enfin bref, revenons sur le truc. Bon bah Thibaut, qui a donc passé une alliance avec Gustin, va voir Jacques, qui est revenu de son confort, pour lui dire qu'il veut éliminer Sarah. Il va aller voir Frédéric également au passage. Et ensuite, alors là, en plus, il leur annonce, il leur dit tout brut de brut, hein, il dit on élimine Sarah, parce que là, il y a une sorte de consensus. Et puis après, derrière, vu qu'on a la majorité, du balai, on élimine tous les rouges et Gustin sera le dernier. Et ben voilà, très bien. À mon avis, évidemment, il y aura des retournements. Déjà, la bande-annonce de la semaine prochaine semble nous sous-entendre que, eh bien, à force
j'ai envie de dire de crier au loup hein, sur le fait que les filles doivent s'allier, et ben ça va se produire, vous allez voir. Et là vous allez voir parce que je vais être pas content, mais je vais être beaucoup moins pas content que les autres années où ça s'est produit, si ça se produit, parce que je suis désolé, mais il y a des circonstances atténuantes parce qu'ils ont tellement joué n'importe comment que là, tu peux presque pas leur en vouloir, même si ça restera débile et que je dirais que c'est pas bien, parce que je pourrais pas me refaire, mais je serai moins sévère que d'autres saisons où j'ai été beaucoup plus sévère sur ce genre de truc. Et là, beaucoup de survie. Donc on va voir que Thibaut a heurté la tête de Charlotte avec une bûche pendant la nuit, et que elle va avoir beaucoup de mal, donc il va y avoir un départ à l'infirmerie et elle pourra pas participer à l'épreuve. Et on reviendra plus loin, il y aura encore de la survie. Moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de survie sur cet épisode, et ça m'a pas semblé meublé avec des séquences qui sont inintéressantes, ils ont meublé avec des séquences qui sont bonnes. Ils ont pas meublé d'ailleurs pour moi, ils ont mis des séquences qui sont bonnes, des séquences qui sont utiles à la narration de l'épisode. Et vraiment j'ai beaucoup aimé, même les séquences qui semblaient inintéressantes, qui n'étaient pas de la stratégie en tout cas, par exemple qui plairait pas à un public Survivor, et ben moi dans Koh-Lanta je peux aimer ce genre de séquences si véritablement elles ont un intérêt. Et là, la semaine dernière j'étais assez dubitatif, en tout cas pas sur toutes les séquences, et cette semaine je trouve que toutes les séquences de survie ont toutes eu un intérêt, je le prouverai tout à l'heure. On va avoir l'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité, c'est l'épreuve du bambou. On met le bambou sur sa tête et on tient comme ça. C'est une épreuve qui a été assez légendaire, notamment avec l'épreuve où quand Yacine s'était retrouvé en pleine nuit comme ça dans un duel. Voilà, c'est une épreuve assez iconique, mais d'autres candidats, évidemment, d'autres saisons ont pu la faire. Épreuve qui normalement sur le papier n'est pas pour moi, parce que c'est une épreuve statique où il ne peut pas y avoir vraiment de suspense parce qu'une fois que le truc est tombé, il est tombé. Bref, c'est un peu comme les poteaux. Sauf que comme je le dis souvent pour les poteaux, le problème c'est qu'ils sont 3 au poteau. Donc en réalité, une fois que les 2 sont tombés, ça va vite. Là, ils sont, je sais pas combien ils sont encore, mais mettons qu'ils soient 10 par exemple, ils sont plus que ça. Ils doivent être 12 ou 13, 14 pardon. Forcément, même si ça tombe, ça continue de tomber, donc ça va vite. Donc ça donne du rythme, ça fait pas trop ennuyeux, même si ça change pas vraiment totalement le truc, mais c'est quand même un peu plus vivant et un peu plus intéressant. D'ailleurs, donc on découvre à ce moment-là qu'il y a 100 jours d'aventure. Bon, dans les remarques, on peut se dire que, je sais pas, je m'attendais à que Ilyes et Gustin fassent mieux. Au final, ils ont été très décevants. C'est peut-être pas c'est pas leur type d'épreuve. Ce qui peut être inquiétant pour d'autres styles d'épreuves qui peuvent arriver plus loin. Donc on verra comment ça se corse après. Parce que, il y aura pas toujours le parcours du combattant, en fait, dans les épreuves de Koh-Lanta. Ça va se terminer dans un classico, j'ai envie de dire, Hugo contre Frédéric. Sauf que cette fois-ci, c'est Hugo qui remporte la victoire. Pour moi, il avait plus un profil, Hugo, à remporter cette épreuve, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il est moins musclé que Frédéric. Ça veut pas dire qu'il a pas de muscle, c'est juste qu'il est moins musclé. Et je pense que c'est plus facile pour un gabarit comme Hugo. Et il avait l'air, c'est vrai, assez serein. Alors même si Hugo dira qu'il galère quand même comme tout le monde, mais il était quand même beaucoup plus serein. Et donc je suis content pour Hugo. Ça veut donc dire que les 2 leaders ont remporté chacun une épreuve. Et je vous disais au début de l'épisode que, enfin en tout cas au milieu de la review, tout à l'heure, que je voulais revenir sur ça. Ça a rappelé quand même que dans Koh-Lanta, ces 2 gagnants-là, parce qu'il y a des gagnants qui gagnent par le hasard. C'est-à-dire des gagnants qui en fait bénéficient du fait que d'autres ont joué de façon mauvaise, on s'est compris, c'est-à-dire qu'ils sont les méchants, et ça fait gagner quelqu'un un peu au hasard, un peu par opposition. Pour ces 2 gagnants-là, ce n'est pas trop le cas en réalité. Ce sont 2 gagnants qui ont gagné parce que en fait ils cochaient une grande partie des cases qu'ils doivent cocher. Et au-delà même du fait que Frédéric, on dit qu'il a plus de stratégie et que Hugo a plus le côté sportif, c'est ça qui lui a permis de rester notamment dans la légende, et bien là on se rend compte que tous les 2, et c'est ça qu'on oublie, c'est que quand on veut être un bon stratège, et ben il faut qu'on ait un bon niveau physique. Et là on le voit, Frédéric il est sur 2 épreuves et il finit devant. Alors avant il n'avait pas fini devant, par exemple sur le parcours du combattant, etc. Et machin, donc il n'est pas impartial partout. Je dis juste que c'est là qu'on voit que c'est quand même des aventuriers qui sont complets. Et qu'on voit que ce sont des aventuriers qui sont prêts à se donner, qui sont prêts à faire beaucoup de choses, qui sont prêts à... voilà. Et c'est pas un hasard qu'ils aient remporté leur saison. C'est pas un hasard. Et on le voit encore plus là. Et on le voit encore plus dans le fait que ce sont 2 candidats qui sont quand même dans le haut du panier de ce qu'on a pu avoir comme gagnants de Koh-Lanta. Il y a beaucoup de gagnants qui sont pas bons dans Koh-Lanta. Et eux 2, ils font vraiment partie des gagnants que moi je trouve excellents et qui je trouve cochent énormément de cases.
Et là, le moment que j'ai trouvé hyper sévère. Donc on revient sur le camp, et Sarah, qui a eu beaucoup de votes contre elle, va décider d'aller partir en forêt. Je me souviens, c'était il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans, le temps passe si vite. Un an, peut-être même maintenant, parce qu'il y a 2 saisons par an. Vous vous souvenez quand Rudy avait fait pareil, il était allé en forêt, il était allé chercher le collier, etc. Puis ça avait donné des séquences vraiment mémorables et hyper marrantes. Là, donc Sarah, eh ben, elle arrive et elle décide d'aller en forêt. Et il y a Ilyes qui va lui dire, enfin qui va pas lui dire à elle, mais en tout cas qui va dire comme ça, il y a en gros ceux qui pêchent, ceux qui vont chercher du bois, et puis celle qui va chercher un collier d'immunité. Je l'ai trouvé hyper sévère. Je l'ai trouvé hyper sévère. Alors, certains m'ont rappelé, et à juste titre, je pense que c'est quand même important, c'est que c'est vrai, Sarah, lors de la première partie de l'aventure, avait fait un reproche un peu similaire à une candidate qui avait aussi cherché un collier au lieu de se rendre active, etc. Oui, mais c'est pas parce que quelqu'un a dit une stupidité que Ilyes doit répéter la même stupidité, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que elle est en danger. Ils vont voter contre elle, c'est un peu normal qu'elle aille chercher un collier d'immunité individuelle. Moi ça me choque pas qu'un candidat aille chercher un collier d'immunité individuelle. Quand c'est Patrick qui va chercher un collier d'immunité individuelle, on dit pas que c'est une merde. Pourquoi on dirait ça de Sarah? Et en fait j'ai trouvé que sur cet épisode, vraiment ils en ont mis des vertes et des pas mûres sur sa tête. À la fois Gustin et à la fois Ilyes. Et quand vous verrez la semaine prochaine, où on est un peu en train de sous-entendre qu'il y a un truc un peu fille-garçon, on se dit que je pense qu'il y a quand même une partie des trucs qui ne partiront pas de rien, qui ne partiront pas de ça sort de nulle part et c'est du grand n'importe quoi. Et je pense que ce genre de séquence, c'est exactement la séquence qui mènera à la catastrophe. En tout cas, qui peut mener à la catastrophe. Je dis pas que ça va arriver, je dis juste que c'est le cas, que ça peut arriver. Et parce que je l'ai trouvé très sévère. Si Ilyes, il avait été menacé là, il serait pas, quand il est arrivé sur le camp et s'il n'avait pas reçu un collier d'immunité individuelle récupéré lors du duel, il serait pas allé dans la forêt pour chercher un collier, Ilyes? Il se fout de ma gueule. Donc, à un moment donné, je l'ai trouvé sévère. Je l'ai trouvé sévère. En plus, franchement, si vous regardez à l'image, elle va chercher le collier là au départ. Le conseil, il est le lendemain. Donc, on va avoir vraiment un gros moment sur le camp. Ce qui, à la fois, si tu te dis, bah, ça veut dire qu'il va y avoir quand même un gros moment avec un peu du. On va remplir avec de la vie de camp. Mais il s'avère que l'épisode va être suffisamment riche de ce point de vue-là. Mais revenons. Il dit que voilà, il est content évidemment de son aventure, etc. Voilà, il n'y a pas de souci. Ilyes, et il va observer pour savoir si Sarah elle trouve un collier, machin, etc. Mais si Ilyes, quand il était revenu sans le collier lors du conseil, ça se trouve, il aurait même pas passé le premier conseil et il serait déjà chez lui. Et donc, qu'est-ce qu'il aurait fait? Bah, il serait arrivé, il serait allé chercher un collier, et peut-être qu'il aurait rien trouvé, peu importe. Et voilà. Mais donc je les ai trouvés sévères. Et donc je trouve que Gustin et Ilyes, qui sont un peu en connivence tous les deux, en tout cas de ce qu'on comprend, bah je trouve que pour le moment, en tout cas, je trouve que ça leur donne pas vraiment de sympathie, en tout cas de mon point de vue, parce que alors même si Gustin il a l'avantage lui d'être pas tristement drôle. Parce qu'il offre des séquences, etc. Bon, je dis ça, mais Ilyes, il y a des séquences où il dort, ça fait le plaisir des caméramans et de Twitter tous les soirs. Mais j'ai pas trouvé, enfin, j'ai trouvé que c'était pas extrêmement intéressant. En tout cas, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Hein, ne me jetez pas des cailloux. Si vous êtes fan de Ilyes, il n'y a pas de, voilà, vous faites ce que vous voulez. Frédéric, quand Charlotte va revenir de l'infirmerie, il va lui dire qu'il se souvient bien des règles du jeu et que vu que Charlotte n'a pas participé à l'épreuve, elle ne va pas pouvoir voter. Tu vois, élément peut-être que même limite on pourrait presque oublier, et c'est la preuve que Frédéric, pour moi, ne laisse très peu de choses au hasard et essaye vraiment de contrôler son jeu et de contrôler la situation. Là, il va se faire complètement prendre, mais il y est peu responsable, selon moi, pour une raison, c'est que il imaginait en tout cas que le jeu de couleurs était particulièrement installé et qu'avant peut-être de lancer des choses qui feraient basculer le jeu de couleurs dans quelque chose de différent, là il allait rester véritablement sur une situation de jeu de couleurs. Et donc il se sentait à mon avis pas tellement en danger. Et puis en plus il savait qu'il avait la carte Gustin, et cette carte Gustin, il comptait bien l'utiliser et en profiter. Donc c'est pour ça que je dis, je pense que quand Frédéric se sent vraiment inquiet, on l'aurait peut-être senti. Et là, c'est ce qui m'a donné aussi le sentiment que je me suis dit, Frédéric ne partira pas à la fin de cet épisode, ce qui ne me semblait pas suffisamment inquiet pour partir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que si jamais il avait été super inquiet, j'aurais été super inquiet. Mais il n'était pas assez inquiet pour que je sois inquiet. Voilà, je me rassure comme je peux. Hein. Le soir,
lors du repas, pardon, on va parler des quantités à nourrir, que ceux qui pêchent doivent pouvoir peut-être manger plus, donc notamment Thibaut, et là Thibaut va nous lancer une punchline, sur le camp il y a trop de tirs au flanc, mais bon, c'est la société. Thibaut, il est en dépression, Thibaut. Thibaut, il est en dépression. Hein, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, Thibaut. Faut se remettre là. Ça va pas du tout. Ils ont eu lors d'un moment de pêche, Frédéric qui va se blesser. Alors se blesser, rien de grave. Mais il va s'écorcher un petit peu, il va avoir un peu de sang, etc. Parce qu'en fait, il y a un mouvement d'eau, ils ont décidé d'y aller quand la marée est basse, et donc il va se faire emporter par les vagues, et donc il va aller s'empaler plus ou moins sur les coraux, et évidemment, ça l'a griffé un peu partout. Alors voilà, il dit j'ai protégé ma tête, comme ça au moins elle risque rien, et c'est vrai que par contre, j'ai eu un peu le bas du dos, un peu les coudes, etc. C'est là qu'on se rappelle quand même que l'aventure est quand même dangereuse. On a eu des candidats qui se sont parfois blessés avec des machettes ou des choses comme ça, etc. Et là, c'est vrai, ils partent à la pêche. Il pourrait y avoir des accidents. Hein. On a eu assez de la chance dans Koh-Lanta qu'il n'y ait jamais de très graves accidents, mais il pourrait y avoir des accidents assez graves. Voilà, faut espérer évidemment que ça ne se produise jamais. Mais voilà, il peut y avoir des choses peut-être. Voilà, faut quand même faire attention. Je pense que ça leur a servi de leçon. Hein, je pense. Faut espérer en tout cas. Et mais bon, voilà. En tout cas, Fred réussit à aller plutôt mieux, en tout cas de la suite de la journée du lendemain, on l'a vu. Et puis le lendemain, donc justement, en fait, pendant cette séance de pêche, il y a eu le harpon qui a été perdu, donc ils vont aller rechercher le harpon et ils vont le retrouver, donc c'est très bien. Et là, par exemple, il y a eu Gustin qui est venu nager pour essayer de le retrouver, etc. Donc voilà, il se rend utile aussi. Je dis pas qu'il ne fait rien. Je dis juste que dans les épisodes d'avant, il faisait pas grand-chose. Et je trouve que c'est un peu facile de venir jeter la pierre obligatoirement sur les filles pour dire qu'elles sont responsables de toutes ces misères et de tout son malheur depuis le début de l'aventure. Je suis pas totalement convaincu par cette réponse. On va avoir ensuite un candidat qu'on voit très peu. En tout cas, il n'est pas Avador, mais qu'on voit peu. Mais quand on le voit, c'est souvent assez intéressant. C'est Maxime qui apparaît à l'écran et qui vont alors il est avec les filles d'ailleurs, il est avec Cécile notamment à ce moment-là. Et il va s'interroger sur le fait sur qui on devrait voter et est-ce qu'on ne devrait pas voter pour le héros, c'est-à-dire Frédéric. Pour la raison, et là il se cache pas, d'éliminer un fort. Alors attention, exercice absolument incroyable, Cécile quand même nous annonce que s'ils éliminent Frédéric, elle a plus de chances de gagner des épreuves. Alors je sais pas quelle forme de déni elle a, mais Cécile, avec tout le respect, je pense que le départ de Frédéric ne te permettrait pas de gagner plus d'épreuves. Je suis désolé, je pense que tu te mens à toi-même. Attention, par contre, j'ai pas un problème avec le fait d'éliminer Frédéric. C'est-à-dire éliminer quelqu'un qui est fort, en plus qui est stratège, en plus, etc. Ça a tous les intérêts de l'éliminer. Mais à l'éliminer pour espérer pouvoir gagner plus facilement des épreuves, à mon avis, je ne suis pas convaincu. Mais on verra, peut-être que je me trompe. Et donc, ils vont partir sur la piste de Frédéric, de vouloir éliminer Frédéric. Sauf que donc, il faut aller voir Hugo, parce que je rappelle qu'Hugo avait passé une sorte de pacte avec Frédéric. Et Hugo va dire qu'il n'est pas trop fan. Parce qu'en fait, il comprend, d'une certaine manière, que si jamais derrière, on mène cette stratégie-là, de l'éliminer parce qu'il est fort, pourquoi on ne l'éliminerait pas lui? Il vient de gagner l'épreuve d'immunité. Mais il s'y oppose pas vraiment. Hein. Et c'est là qu'on voit qu'Hugo, je trouve qu'en termes de compréhension du jeu, entre guillemets, et d'influence sur le jeu, on voit qu'il laisse, par rapport à Frédéric, hein, en tout cas, je trouve qu'il laisse beaucoup faire. Il est moins dans le contrôle. Et là, tu vois, là, il y a une situation quand même qui est quand même assez importante, et on le voit se laisser faire, quoi. Et je me dis, alors, est-ce qu'il s'est dit, il y a un monde où ça marche pas? Mais j'ai l'impression que non. Sauf qu'il était vraiment convaincu que Frédéric allait s'en aller. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas très clairvoyant sur ce genre de situation. C'est-à-dire qu'il est trop, je vais dire naïf, mais c'est un peu violent. Mais en tout cas, il est pas assez dans la compréhension du mindset de ce qu'il faudrait pour aller loin dans le jeu. Parfois, et je le trouve un peu léger, tu vois. Et pour le moment, ça n'a pas de conséquences. Je l'avais dit la semaine dernière, voilà, ça a été un peu léger, mais ils sont arrivés, il y a eu un vœu de couleur, etc. Mais des fois, j'ai un peu l'impression que, attention
Hugo, je pense que sans contrôle, tu risques de te faire mal aux chevilles. Donc, on part comme ça au conseil avec 2 pistes, soit Frédéric, soit Sarah. La question c'est est-ce que Gustin va vraiment se retourner et voter Sarah? Sauf qu'en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'on n'a vu aucune séquence dans laquelle Gustin montre une forme d'hésitation. Il est totalement convaincu qu'il va faire ce choix. On se retrouve donc avec le conseil. Il va pas se dire des choses de dingue au conseil, voilà, ça va pas être passionnant. Mais en gros, on nous dit que, voilà, du côté de Gustin, que depuis la réunification, il revit, parce que y a plus à manger, et que c'est mieux, et qu'il y a de la pêche, et qu'il y a du machin, etc. Oui, je trouve qu'il y en a beaucoup qui s'activent effectivement. Je rappelle que Jacques a trouvé du manioc, je l'ai pas cité aussi, etc. Voilà, il y a beaucoup de gens qui s'activent et qui trouvent des trucs. Gustin ne me semble pas à l'image être celui qui trouve le plus de trucs non plus. Alors vous allez me dire le montage, etc. Oui. Le montage était quand même, la semaine dernière, il était en train de dormir au milieu du camp. Le montage, il a bon dos quand même. Revenons sur nos sujets. On se retrouve donc avec le résultat final. Sarah, 7 votes. Frédéric, 5 votes. Et donc c'est bien Sarah qui s'en va. Frédéric, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais quand les résultats tombent, il n'a pas eu l'air surpris. Il n'a pas eu l'air surpris. C'est ça que ça m'a interpellé. Il n'a pas eu l'air surpris. Parce que, ou alors peut-être qu'il joue bien, la tête, mais j'ai l'impression qu'il n'était pas surpris. Qu'il était là et qu'il a dit, oh, juste voilà, bon, c'est son nom qu'on met, mais c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il a un contrôle de ce qui se passe, qui est peut-être plus important. Il a bien vu, à mon avis, il a dû compter, il a dû être sûr, il a réussi à être persuadé que son compte passait, et il a eu raison puisqu'il ne s'en va pas. Celui qui par contre tombe de sa chaise, c'est Hugo. Parce qu'Hugo, Gustin s'est retourné. Et c'est là que, je le dis, je trouve qu'Hugo, il laisse un peu filer. Est-ce que Gustin, il n'était pas récupérable, Gustin? Probablement qu'il était récupérable, mais il l'a pas fait. Et il le fait pas. Et pour moi, ça ne s'était pas vu la semaine dernière, ça se voit cette semaine. Et je dis pas que c'est un mal, parce que c'est la personnalité d'Hugo qui est comme ça. Il peut pas se changer complètement. Mais je pense que peut-être qu'il tient pas assez, il n'a pas tenu assez ses troupes et ses rangs, et ça amène cette catastrophe. Parce qu'en vrai, est-ce que Gustin et Sarah, le problème était vraiment inextricable? Comme je l'ai dit, moi j'ai trouvé que Gustin était très enfantin. Ça s'est vu, même d'ailleurs le moment où il révèle qui a voté, et t'as Gustin qui lève sa patte comme ça, peut-être ça que je mettrai en miniature comme ça, où il est tout content avec le sourire, il est souriant et tout. Tu vois qu'il est content de son coup. Bah ouais. Voilà. Et super Gustin. Et alors là, d'ailleurs, Gustin après va dérouiller Sarah. Il va lui en mettre plein la tête. Il va lui répéter ce qu'il nous a déjà dit, qu'elle se moque de lui et que elle lui manque de respect. Bon, j'ai trouvé que les mots étaient forts par rapport à ce qu'on a vu de Sarah. Franchement, c'était fort. On a vu des saisons. Alors peut-être parce qu'aussi je suis un vieux de la vieille maintenant et que j'ai vu des saisons avec Moundir et Mohamed et toute la clique, ou des Kumba ou d'autres gens, ou j'en sais rien. Voilà, Sarah, ça va pas sembler, enfin je veux dire, c'est incomparable. Je veux dire, vous voulez qu'on parle de Pascal, vous voulez qu'on parle, je sais pas, enfin je veux dire, il y en a certains qu'on peut parler qui ont parfois été très durs, des parfois machin, c'est des méthodes de voyous, etc. Là, Sarah, elle a été franche, elle n'a pas été ni injurieuse, ni... Enfin bon. Mais encore une fois, bon, après c'est une question de ressenti aussi, hein, donc je juge pas trop sévèrement, mais c'est une question de ressenti. Hugo va récupérer le vote noir de Sarah, j'étais surpris que ce soit lui qui le récupère, je me suis dit Sarah, peut-être qu'elle va le donner plutôt, je sais pas, j'en sais rien, mais je sais pas. Mais en tout cas, je m'imaginais pas forcément ce choix, mais bon, voilà, c'est Hugo. Et Hugo va s'expliquer pour dire qu'il a voté contre Frédéric, qu'il s'excusait d'avoir voté contre Frédéric. Pour moi, ne t'excuse pas, mais il l'a bien fait. Je trouve que son explication était très bien. Ça a été un très bon moment parce qu'en fait, je trouve qu'il s'est pas caché. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Alors, est-ce que c'est le côté où ils sont des héros, des légendes, etc. Et donc, ils savent tous les deux qu'ils sont prêts à accepter le jeu, en fait, parce qu'ils ont déjà joué à ce jeu-là, et que Hugo est conscient que Frédéric connaît les règles du jeu, et voilà, il en a conscience qu'on fait pas toujours ce qu'on veut. Et mais j'ai trouvé très franc, et moi j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup chez Hugo, et j'ai beaucoup aimé dans cette séquence-là. C'est quand il est arrivé et qu'il a dit, voilà, écoute, moi j'ai voté contre toi, j'étais pas fan de cette idée, mais voilà, tout le monde était d'accord avec cette idée, donc je m'y suis pas opposé, alors qu'il aurait pu lui en vouloir. On verra si la semaine prochaine il lui en veut d'ailleurs, parce qu'il est censé se prévenir, vous vous souvenez, et à mon avis vous allez voir que non.
vous allez voir qu'il va pas lui en vouloir. Parce que, bah voilà, c'est des aventuriers qui connaissent le jeu et qui comprennent le jeu. Et qui ont conscience que oui, à un moment donné, on élimine des gens et que parfois on fait pas toujours les meilleurs choix, ou en tout cas pas toujours les choix qui sont les plus intéressants par rapport à la situation d'Hugo. Parce que je le répète, pour moi, le choix de voter Frédéric se comprend tout à fait pour les candidats. Ils ont raison. Et Cécile et Maxime, ils ont raison de vouloir voter contre Frédéric. Il y a plein de raisons de vouloir voter contre Frédéric. Mais pour Hugo, je pense qu'il est idiot de laisser faire. Il laisse faire et il est idiot. Parce que comme quand il a mis dans la tête des filles que l'alliance de filles c'était sympathique, il laisse faire et ça, si ça leur retombe sur la gueule, ça sera leur problème. Et ils l'auront bien payé, mais franchement, je sais pas comment ça va tourner dans les épisodes suivants, mais si ça se produit, mais je serai là et je vous dirai, c'est la fumée, enfin le feu n'est pas arrivé sans fumée, voilà. Il n'y a pas de fumée sans feu, hein, voilà, non, il y a du feu, il y avait du feu et il y en avait, et la fumée, bah voilà. Il n'y a pas de fumée sans feu. Bref, revenons à notre sujet. Bref, j'ai beaucoup aimé l'épisode. Ouais, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé bien réussi. C'était pas un épisode masterclass, hein. C'était un épisode correct, c'est-à-dire classique. Mais qui, pour moi en tout cas, ne nous a pas utilisé pour remplir. D'ailleurs, il n'a pas terminé trop tard, je crois qu'il a terminé à 23h20, je crois un truc comme ça, c'est très bien. Il était suffisamment rythmé pour que moi je ne m'ennuie pas. La partie sur le camp, il s'est passé beaucoup de choses, hein, les blessures, les retournements, les stratégies, les machins, les trucs, il s'est passé beaucoup de choses. Pour ceux qui aiment la survie, je trouve qu'elle avait plus que son compte. Donc personnellement, je trouve que c'est un épisode qui, oui, a été très riche. Et là, on peut le dire, c'est à la fois la production, parce qu'ils ont rempli l'épisode, une épreuve éliminatoire, une épreuve, etc. Mais il y a eu aussi le fait que les candidats ont vachement rempli l'épisode en faisant beaucoup de choses. La semaine dernière, pour moi, ce n'était pas le cas. Mais voilà, je ne vais pas polémiquer, ça ne sert à rien, vous avez adoré. Mais je dis juste, parce que j'ai hâte de vous lire dans les commentaires, pour savoir si vous avez préféré l'épisode précédent ou celui-ci. Pour savoir, et je le dis, l'argument de « c'est un épisode coupé en deux » n'est pas un argument suffisant. Ça n'existe pas, ce n'est pas un argument suffisant. C'est qu'on s'est résigné, si on commence à dire ça, et de dire « bah c'est un épisode coupé en deux, donc on accepte que ça soit pas bien ». Et que, j'ai même vu d'ailleurs qu'on pouvait accepter de se dire que c'est le meilleur épisode coupé en deux. C'est une tristesse, mais voilà, donc non, la production doit être capable de remplir l'épisode avec des actions, et si les candidats ne font pas d'action, là, c'est à eux de leur en vouloir, mais si la production veut remplir l'épisode, elle peut, là par exemple, on a eu quand même de l'épreuve éliminatoire, du confort, du truc, enfin, franchement l'épisode a été riche je trouve, il s'est passé beaucoup de choses dans l'épisode, ils auront même laissé une journée entière de survie, et on n'a pas eu, je trouve, l'impression de trop s'ennuyer, donc franchement, moi je suis assez satisfait de cet épisode et j'ai trouvé qu'il est... Franchement, je me suis pas ennuyé. Franchement, quand il était 23h10, je crois, comme ça, quand on est arrivé au moment du vote, j'ai dit waouh, l'épisode est passé vite. Même les pubs sont passées relativement vite. Voilà, donc je le dis, pour moi, ça a été plutôt un très bon épisode, bien produit, plutôt bien foutu. On verra par contre, parce que le casting me semble... Si on commence à perdre beaucoup de gens qui sont un peu des grandes gueules, on peut se dire que Sarah était peut-être une grande gueule entre guillemets, et là on a perdu Fabrice qui pour moi fait un peu chaud, j'espère voilà, qu'on va pas se retrouver avec un Koh-Lanta un peu fade, faut espérer que non. Voilà, il y a Gustin qui fait un peu le show, mais par exemple, mettons si Gustin s'en va la semaine prochaine, à mon avis on s'ennuiera un petit peu, espérons que ça n'arrive pas. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous ai dit dans la review. Je pense qu'à mon avis, il y a des choses peut-être où vous ne serez pas d'accord, mais c'est pas grave, c'est le moment de les écrire dans les commentaires et justement de pouvoir dialoguer. Si j'ai fait cette chaîne, c'est pas pour vous imposer ma vérité, ça je l'ai déjà répété. C'est par contre, ce que je pense, je le pense et j'ai le droit de le penser. Mais vous avez le droit évidemment de l'écrire en commentaire et de défendre votre point de vue et de penser que voilà, vous avez vu... que, je sais pas, peut-être qu'il y en a certains qui pensent que Maud est la plus grande aventurière de la saison. Voilà. Voilà, hein, faut quand même consulter quand même. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!